Écoutez, c'est vraiment une toute première. Vous êtes 1000 personnes à vous être inscrites ce matin de partout au Québec. C'est vraiment dire que la santé mentale de nos adolescents nous préoccupe. Très heureux d'être avec vous ce matin. Un grand merci à nos conférenciers et panélistes qui ont accepté là, de se joindre à nous. Le rendez-vous de ce matin s'inscrit dans une série de webinaires que Réseau Réussite Montréal organise afin de soutenir la réflexion puis la prise de décision dans ce contexte de cette pandémie COVID-19 qui va certainement affecter la persévérance scolaire de bon nombre de jeunes. Sans plus tarder, je laisse la parole à Christine Demers qui va être notre animatrice ce matin. Merci, Christine. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est vraiment content de vous voir en si grand nombre. Je pense qu'il manque quelques participants encore à se loguer. Ça continue de monter au niveau des participants. On va commencer quand même. On avait un petit retard ce matin, mais je pense qu'on va être capable de rattraper ça assez rapidement. Alors, bienvenue à tous. Comme vous le savez, Réseau Réussite Montréal est en lien avec beaucoup de partenaires de différents horizons au niveau scolaire, communautaire, des universités, au niveau des élus politiques, au niveau des bibliothèques, etc., de la ville, de l'arrondissement, etc. Donc, on est en lien avec beaucoup de gens. C'est ce qui nous a permis d'être à l'affût du sujet de ce matin qui est très important, la santé mentale chez les adolescents, une grande préoccupation chez beaucoup de nos partenaires. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette plateforme pour essayer d'aider à cet enjeu-là pour lequel c'est pas évident pour personne. Alors, on a réussi à réunir des experts ce matin, des partenaires pour discuter de ce sujet-là avec nous. On a reçu beaucoup de questions quand vous vous êtes inscrits. On est vraiment contents. Ça va vraiment beaucoup nourrir à partir de vos préoccupations le webinaire d'aujourd'hui. On ne sera pas capable de tout traiter. On va faire ce qu'on peut. Par contre, on va essayer de voir comment on peut pallier différemment pour répondre à un maximum de vos questions. D'ailleurs, première chose qu'on souhaiterait vous proposer, c'est de garder un 15 minutes supplémentaire. Normalement, le webinaire devait se terminer à 9h45. On vous propose, pour ceux qui sont disponibles, de rester jusqu'à 10h. On va poursuivre la discussion avec nos conférenciers. Alors, je vais vous expliquer tantôt comment vous pouvez poser des questions en réaction aux présentations que vous allez recevoir. On en a reçu aussi beaucoup lorsque vous vous êtes inscrits. On en a tenu compte. Donc, c'est à partir de ça qu'on va animer la discussion avec chacun d'eux. Vous allez aussi recevoir un dossier en ligne avec toutes les informations et les documents en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente déjà les conférenciers qu'on a aujourd'hui. On a Christelle Tardif-Grenier, professeure agrégée au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. On a également Camille Poirier-Veilleux, qui est répondante régionale au niveau des interventions en santé publique en prévention du suicide au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et on a de Perspectives Jeunesse Mathilde Cosson, qui est intervenante en persévérance scolaire, et Louis-Philippe Sarrazin, qui est directeur général. Je vous remercie vraiment tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment content d'avoir ces experts-là parce que c'était pas évident de se débrouiller à la dernière minute comme ça. Il fallait se préparer un peu rapidement, donc on est vraiment content de les avoir avec nous. Au niveau technique, je vais juste vous expliquer. Effectivement, on me pose la question immédiatement. Oui, la conférence va être enregistrée. Alors, les présentations vont être disponibles sur le dossier en ligne sur le site de réseauréussite.ca. Après chaque présentation, vous allez avoir l'occasion de pouvoir poser des questions. Je vous invite à utiliser la commande Q et R. Donc, quand vous bougez votre souris, au bas, dans le milieu, vous avez la commande Q et R qui est questions et réponses. Donc, je vous invite à utiliser cette application-là spécifiquement pour poser vos questions. C'est de cette façon-là qu'on va gérer les questions qui vont être posées de tout le monde. Je vous invite également, pour éviter trop de questions, de vérifier si votre question a déjà été posée, si vous êtes en mesure de vérifier cet aspect-là. Également, toutes les questions et tous les commentaires que vous allez mettre vont être publics. Donc, c'est important que vous le sachiez. Tout est enregistré. Ça va être diffusé sur le site de Réseau Réussite Montréal pour une diffusion si jamais vous avez besoin de le partager avec d'autres personnes. Les présentations, il va y avoir le dossier en ligne avec toute l'information en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, voici pour ça. Je passe sans plus tarder à notre première conférencière, Christelle Tardif-Grenier, qui est professeure agrégée au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec à l'Outaouais. Christelle, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent ici aujourd'hui. Normalement, vous devriez voir à l'écran la présentation PowerPoint. Donc, la voici.
Malheureusement, pour des raisons techniques, je n'ai pas le contrôle sur la présentation, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, on peut déjà passer à la prochaine diapo. Donc, aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous parler des adolescents en confinement. En fait, avec mes collègues de l'Université de Montréal, Isabelle Archambault et Véronique Dupéré, on a récemment mené une étude qui porte sur le bien-être psychologique des adolescents en confinement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats préliminaires de cette étude-là. Donc, on peut déjà passer à la prochaine diapositive. Avant de présenter les résultats, je voulais vous faire part un peu du contexte dans lequel on a décidé de faire cette étude. Pourquoi, en fait, on s'est intéressé aux adolescents. Dans un premier temps, donc on peut faire apparaître l'image ici. Donc, dans un premier temps, on sait qu'à l'adolescence, évidemment, comme vous le savez probablement déjà, les amis jouent un rôle très important, en particulier au niveau du soutien. Quand les jeunes vivent des moments plus difficiles, ils ont particulièrement besoin du soutien de leurs amis et ces amis-là jouent un rôle qui est difficile à remplacer par d'autres sources de soutien autour des jeunes. La deuxième raison, c'est que les jeunes se retrouvent dans une période où ils sont en pleine construction identitaire. Donc là, merci. Donc, ils sont en pleine construction identitaire et ils sont aussi en quête de sens. Et en raison du confinement, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés coupés de leur scolarisation, de leurs activités, qui sont des éléments qui contribuent très fortement à leur construction identitaire et à donner un sens à leur vie. C'est un peu comme si le confinement les mettait en mode pause, ce qui est tout à fait incompatible avec leurs enjeux développementaux à l'adolescence. Donc, c'est pour cette raison-là que dès le début du confinement, on s'est préoccupé de la situation des adolescents et qu'on a eu l'idée de faire ce projet-là. Donc, maintenant, je vais vous parler plus précisément de la méthode du projet. Donc, en fait, c'est un sondage qui a eu lieu entre le 8 et le 30 avril. Donc, vous noterez que c'était avant qu'on fasse l'annonce que la scolarisation des élèves du secondaire reprendrait seulement en septembre. On a eu recours à ce qu'on appelle une méthodologie mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois recueilli des statistiques, donc je vais être en mesure aujourd'hui de vous présenter des chiffres, mais chose très intéressante, on a également demandé aux adolescents d'écrire des textes pour nous raconter leur expérience de confinement. Et c'était très riche de prendre connaissance de ces textes-là. Je vais vous en présenter certains extraits aujourd'hui. Au total, on a réussi à rejoindre 1251 adolescents âgés entre 12 et 17 ans. Je devrais peut-être plutôt dire des adolescentes, puisqu'on a une très grande proportion de filles qui ont participé, donc 70 %. Prenez bien note toutefois que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ils tiennent compte de cette disproportion-là. On a 82 % des jeunes dans l'étude qui fréquentaient une école publique et ils étaient originaires de toutes les régions du Québec. J'aurais beaucoup aimé vous présenter des résultats qui sont spécifiques à Montréal aujourd'hui, mais comme j'ai seulement 25 % des jeunes qui sont dans la région montréalaise, dans l'échantillon, et qu'on a constaté une sous-représentation des jeunes qui sont issus de l'immigration dans notre échantillon. J'étais pas très à l'aise de vous présenter des conclusions spécifiques à Montréal. Donc, je vais vous présenter plutôt des résultats qui concernent les jeunes de l'ensemble du Québec. Simplement aussi pour vous donner une idée de qui a répondu au questionnaire, on note que les jeunes, la moitié des jeunes qu'on a sondés sont dans les familles biparentales, ce qui correspond à la moyenne. 30 % des parents sont en télétravail et 25 % des parents travaillent à l'extérieur, ce qui veut dire qu'on a 45 % des parents qui ne travaillent pas durant le confinement. Donc maintenant, lorsqu'on regarde les chiffres de l'enquête de l'ISQ en 2018, donc je vous ramène avant le confinement, ce qu'on constate en temps normal, quand on n'est pas en pandémie, c'est qu'il y a 19 % des garçons qui présentent des signes de détresse psychologique et 40 % des filles qui présentent des signes de détresse psychologique. Maintenant, dans nos chiffres à nous, ce qu'on a constaté, maintenant, si c'était possible, merci. Donc, on peut cliquer encore.
c'est qu'on a 38% des garçons qui présentent maintenant des symptômes de détresse psychologique et 51% des filles. Donc, sans surprise, on constate qu'il y a une augmentation de la prévalence de la détresse. Cette augmentation-là est probablement plus marquée dans la réalité parce que nous, dans notre étude, on utilise des instruments plus complexes pour rendre compte de la détresse psychologique. Donc, c'est en quelque sorte, on peut dire, un peu plus sévère comme critère. Donc, bon, personne ne va être surpris aujourd'hui d'apprendre que les jeunes, en période de confinement, bien, ils présentent plus de détresse que d'habitude. On ne l'a pas été surpris lorsqu'on a vu ces résultats-là, mais en fait, en observant les données, ce qu'on a constaté, c'est qu'il existe une grande hétérogénéité dans la manière dont vivent les adolescents en confinement. Donc, en fait, il se dégage plusieurs profils. Je vais vous présenter 2 profils aujourd'hui. Il y a environ le tiers des jeunes qui se retrouvent dans une situation de détresse élevée en confinement et il y a environ un autre tiers de jeunes qui ressentent un certain bien-être en confinement. Donc, je vais vous présenter ces 2 profils-là et vous indiquer qu'est-ce qui les caractérise. Donc, je commence par le profil de jeunes qui présentent une détresse élevée. Comment ils se caractérisent cette détresse-là chez les jeunes? Bien, ils se perçoivent d'abord comme étant plus stressés et plus tristes que d'habitude et ils présentent des symptômes anxieux. Le principal symptôme anxieux, en fait, qu'on a observé chez ces jeunes-là, c'est la présence de pensées envahissantes au sujet d'un événement négatif. Donc, même s'ils essaient de chasser cette pensée-là, elle revient constamment et ils se sentent envahis. Mais ce qui caractérise particulièrement le groupe de jeunes qui présentent une détresse élevée, c'est un niveau inquiétant de symptômes dépressifs. Les principaux symptômes qui ont été rapportés par les jeunes, c'est le sentiment de solitude, la dévalorisation, donc les jeunes se sentent moins bons que les autres, et un manque de confiance en l'avenir. Donc, c'est ce qui serait à retenir pour ce profil-là, c'est que ce sont les symptômes dépressifs qui sont surtout présents chez ces jeunes-là. Et le fait de connaître les symptômes précis, donc le sentiment de solitude, la dévalorisation, le manque de confiance en l'avenir, ça nous donne des pistes quand même assez concrètes pour l'intervention auprès des jeunes qui vivent plus difficilement le confinement. Maintenant, lorsqu'on regarde leur quotidien en confinement, bien, il y a certains éléments qui sont ressortis aussi qui caractérisaient ce groupe-là. D'abord, ils perçoivent les membres de leur famille comme étant plus stressés que d'habitude. Ils vont rapporter aussi moins de soutien scolaire de leurs parents. Dans leurs propos, on note des tensions familiales, des difficultés familiales. Ils rapportent davantage de conflits, de tensions. Ils ont de la difficulté à vivre cette proximité forcée avec leurs parents. Ils vont aussi faire moins de travaux scolaires et ils sont moins nombreux à suivre un horaire. Ça, c'est quand même intéressant. On a beaucoup parlé de l'importance de l'horaire pour les enfants d'âge préscolaire, les enfants aussi d'âge scolaire. Et peut-être ici, il y aurait lieu de s'intéresser aux horaires pour les adolescents aussi. Maintenant, on a regardé également les stratégies adaptatives qu'utilisaient ces jeunes-là. Qu'est-ce que c'est les stratégies adaptatives? C'est en quelque sorte le coffre à outils dont chacun d'entre nous dispose et qu'on va utiliser lorsqu'on vit des moments plus difficiles. Donc, par exemple, quand on est en confinement, bien, quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour faire face à cette situation-là? Eh bien, les jeunes qui sont dans le profil de détresse élevée, ils utilisent des stratégies différentes des autres jeunes. Ils vont utiliser des stratégies négatives, c'est-à-dire qu'ils vont faire du déni, donc refuser d'accepter la situation. Ils vont faire du blâme, ils vont s'autocritiquer. Ils vont avoir davantage tendance à consommer de l'alcool ou des drogues et aussi à renoncer à résoudre la situation, renoncer à trouver une solution. Chose intéressante, ces jeunes-là vont également davantage rechercher du soutien. Donc, ils vont chercher l'aide et les conseils auprès de leur entourage, chercher à se sentir compris, évacuer et exprimer leurs sentiments négatifs. C'est intéressant, ça, ici, ce résultat-là qui concerne le soutien,
surtout dans un contexte où les jeunes n'ont pas accès à tout le soutien auquel ils ont accès habituellement. Donc, ce sera à creuser pour mieux comprendre, en fait, comment le soutien s'articule en contexte de confinement. Et enfin, ces jeunes-là ont davantage tendance à se distraire en faisant des activités pour se changer les idées, ce qui fait beaucoup de sens compte tenu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont rapporté beaucoup de pensées envahissantes au sujet d'un événement négatif. Donc, fort probablement que dans leur stratégie, ils essayent de chasser ces pensées-là. Maintenant, je souhaitais donner la parole aux jeunes. Donc, comme je vous le disais d'emblée, j'ai ressorti certaines citations qui traduisaient très bien l'état d'esprit de beaucoup de jeunes, en fait, qui font partie de ce profil-là. Donc, je vais vous les lire. Comme j'ai aucune autodiscipline et pas de routine, je trouve que c'est déprimant et je manque de contact humain. C'est comme une période d'introspection forcée et je n'aime pas devoir passer du temps dans ma tête en isolement. Donc, ensuite, si on continue, je ne peux pas voir mes meilleurs amis et c'est ce qui me réconfortait entre les disputes avec ma mère et les difficultés chez mon père. Ici, cette citation-là, pardon, elle est très intéressante parce que vous avez sans doute vu dans les médias, on a beaucoup évoqué l'adversité familiale qui peut être vécue par les enfants. Pardon, j'ai été déconcentrée par une question. Donc, l'adversité familiale qui peut être vécue par les enfants en confinement, mais c'est fort possible qu'il y ait des adolescents qui vivent aussi de l'adversité familiale, de la maltraitance à la maison. Ça peut être discuté. Donc, ce serait aussi à surveiller, en fait, pour cette population-là. Et enfin, une dernière citation. Mon sommeil est décalé. Le contact physique avec les gens me manque. Je vais bien une journée sur deux. Je pleure une journée sur deux. Je me sens impuissante face à la souffrance de mes amis. Je pense que je vis avec pas mal de frustration enfouie et un tas d'autres émotions que je ne comprends pas. Cet aspect-là de confusion, de se retrouver avec des émotions, ça revenait beaucoup dans le discours des jeunes qui se retrouvaient dans le profil avec une détresse élevée. Donc, maintenant, je vais vous parler du profil des jeunes qui présentent un certain bien-être en confinement. Donc, je vous rappelle, c'est environ le tiers des jeunes. En fait, ces adolescents-là se perçoivent comme beaucoup moins stressés et moins tristes que d'habitude. Et lorsqu'on regarde leur niveau de symptômes anxieux et dépressifs, en fait, comme vous le savez probablement, on présente tous, chacun d'entre nous, un certain niveau de symptômes anxieux et dépressifs sans nécessairement présenter un trouble. Donc, lorsqu'on observait ces niveaux-là chez les adolescents, bien, ces niveaux-là étaient faibles ou normaux. Donc, ils ne présentaient pas de problème. Et au niveau de leur quotidien en confinement, en fait, ce qu'on voyait dans leur discours lorsqu'ils décrivaient leur expérience, c'est qu'ils parlaient beaucoup de rapprochements familiaux. Donc, ils semblaient apprécier cette proximité-là avec leurs parents, mais aussi avec leurs frères et sœurs. Ils rapportaient aussi plus de soutien scolaire de la part de leurs parents. Ils faisaient plus de travaux scolaires et ils sont plus nombreux à suivre un horaire. Lorsqu'on regarde les stratégies adaptatives de ces jeunes-là, encore une fois, c'est intéressant de voir qu'ils se distinguent des autres jeunes qu'on a vus plus tôt. Donc, ils ont des stratégies différentes. Des stratégies que je qualifierais de cognitives parce que ça se passe beaucoup dans leur tête, par eux-mêmes, de façon autonome. Donc, les jeunes qui appartiennent au groupe qui présentent un certain bien-être vont avoir tendance davantage à trouver un sens positif à la situation. Donc, ils vont essayer de voir le bon côté des choses. Ils vont accepter la situation. Donc, se dire, bien, de toute façon, je dois faire avec, c'est comme ça, donc je l'accepte. Et ils vont aussi avoir recours à l'humour. Donc, ça aussi, c'est très intéressant comme stratégie dans un tel contexte. Maintenant, j'ai des citations ici pour illustrer, encore une fois, l'état d'esprit des jeunes qui se retrouvent dans ce profil-là. J'apprécie énormément ce moment de pause. L'école constitue une grande source de stress selon moi et je crois que sans ce moment d'arrêt forcé, ma santé mentale serait en moins bon état. Lorsqu'il y a de l'école, je n'ai pas le temps nécessaire pour aller dehors, m'amuser et pratiquer un passe-temps. Ma mère continue de travailler, mais à la maison maintenant. On s'est un peu plus rapprochés puisqu'on dîne ensemble sur l'heure du lunch. On se redécouvre en tant qu'ado
et c'est beaucoup d'apprentissage. Donc, moi, j'aime ça. J'ai appris beaucoup de choses. Je prends plus soin de moi-même. Par exemple, j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, une habitude que je n'arrêterai pas, même après le confinement. La période de confinement, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même et je prends plus de temps pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses ici que les jeunes nous disent. C'est un moment pour prendre soin d'eux, pour faire de l'introspection. Ils semblent la vivre plus positivement que les jeunes dans l'autre groupe qui étaient plutôt perdus dans un tourbillon d'émotions. Je pense que ça va être intéressant de réfléchir à ce que nous dit ce profil-là sur le rythme habituel des jeunes quand on n'est pas en confinement et sur ce qu'on peut apprendre aussi et qui pourrait peut-être aider les autres adolescents qui vivent plus difficilement le confinement. En conclusion, j'aimerais encore une fois donner la parole aux jeunes et vous lancer une piste de réflexion. J'ai trouvé cette citation-là très touchante et très juste. Donc, je vous la lis. On est à l'âge où on a envie d'en faire qu'à notre tête. On a envie de créer des souvenirs, car l'adolescence est une très belle partie de nos vies. Et le confinement, c'est comme si la porte qui nous permet de se découvrir en tant que personne et de profiter de la vie vient de se fermer. Alors, moi, j'ai envie de vous demander à vous, intervenants qui êtes présents aujourd'hui, comment pouvons-nous, concrètement et maintenant, rouvrir cette porte? Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Christelle. C'est super apprécié, des données très récentes comme ça. Je pense, reste avec nous avec ta caméra et ton micro ouvert. On va discuter un petit peu. On a un petit retard à rattraper, mais je vais quand même prendre le temps de te poser une question. Je vois qu'il y a un peu d'activité au niveau des questions et réponses. Les participants, je vous invite à indiquer vos questions dans la commande Q et R pour questions et réponses pour continuer de les mettre en ligne. On a des personnes, Mireille Aubin et Ginette Vézina, qui vont faire le tri un peu des questions. Ils vont mettre ça de côté pour pouvoir les ramener quand on va avoir un petit moment. Aussi, il y a eu beaucoup de questions en lien avec les présentations. Donc, oui, toutes les présentations PowerPoint que vous allez voir aujourd'hui, le webinaire enregistré et tout autre document pertinent va vous être communiqué via un dossier en ligne qu'on va vous envoyer par courriel à tous les gens qui sont inscrits aujourd'hui. Christelle, je te pose peut-être une petite question, vu qu'on a un petit retard, puis on rattrapera tantôt notre discussion plus tard. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres outils? Parce que quand j'ai vu les questions des participants qui se sont inscrits, les gens avaient beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre, est-ce que vous avez des idées de trucs, comment je peux m'y prendre avec les jeunes, les adolescents, pour être sûr que la santé mentale aille bien ou pour les aider quand je vois que la santé mentale a l'air d'avoir des symptômes dépressifs ou quoi que ce soit. Donc, as-tu des outils, des conseils, des pistes d'intervention que tu aimerais communiquer à nos participants? C'est sûr que c'est délicat dans le contexte actuel de faire des recommandations sur des pistes d'intervention, étant donné que ce qu'on vit en ce moment, c'est inédit, c'est du jamais vu et il n'y a pas d'études qui existent pour l'instant qui peut nous dire, bien, voici les bonnes pratiques à adopter pour soutenir des adolescents qui vivent une période de confinement. Par contre, on peut s'appuyer sur les connaissances qui existent déjà et on peut s'appuyer aussi sur les données que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, premièrement, de savoir que ce sont des symptômes dépressifs que les jeunes vivent lorsqu'ils vivent de la détresse, c'est déjà beaucoup. Donc, on peut porter attention à ces symptômes-là parce que ça nous indique que l'adolescent ne va pas bien. Je vous ai nommé les 3 principaux symptômes. La dévalorisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir là-dessus? Bien, les adolescents, ils ont besoin de se revaloriser, ils ont besoin de se sentir utiles. Donc, est-ce qu'on peut les accompagner comme adultes bienveillants autour d'eux pour leur fournir des opportunités où ils pourraient se sentir valorisés et utiles? Je n'ai pas de piste précise à vous donner parce que ça varie beaucoup en fonction du contexte, mais on peut avoir cette idée-là déjà en tête, cette sensibilité-là. L'isolement, ça aussi, on peut agir là-dessus, même si on est en confinement. Donc, par exemple, en tant que parent ou en tant qu'intervenant qui fait un suivi avec un adolescent, on le sait que les adolescents ils ont beaucoup tendance à se texter pour garder contact avec leurs amis.
À la longue, il y a une connexion qui se perd, ça crée de la frustration aussi, ça peut créer des malentendus. Donc, ce n'est pas des contacts qui sont de très bonne qualité. Donc, on peut encourager les adolescents à avoir des contacts qui sont de meilleure qualité, comme par exemple un appel vidéo ou prendre une marche avec son ami. Il y a quelque chose de générationnel, mais c'est comme si les adolescents, la dernière chose à laquelle ils vont penser de faire avec leur téléphone, c'est de passer un appel ou d'appeler. Donc, on peut vraiment les inviter à faire ça, les encourager. Donc, ça, comme ça, on peut agir sur l'isolement. Et le manque de confiance face à l'avenir, hein, ça, c'est plus difficile, mais parce que tout le monde a de la difficulté à se projeter en ce moment. Donc, mais d'avoir une sensibilité d'accueillir l'adolescent lorsqu'il parle de ses préoccupations par rapport à l'avenir. Donc, ça, c'est des choses concrètes qu'on peut faire déjà. Excellent. Merci beaucoup. C'est quand même inspirant, je trouve. Je vais déjà devoir passer à l'autre conférencier. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, peut-être, Ginette, tu peux mettre ça de côté. On va y revenir tout à l'heure. On va essayer de progresser dans la conférence d'aujourd'hui pour être sûr que tous les conférenciers aient le temps de présenter leur présentation. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Alors, j'invite dès maintenant, on va revenir tout à l'heure pour continuer de discuter ensemble. J'invite maintenant Camille Poirier-Veilleux à se joindre à moi. Elle est travailleuse sociale de formation. Elle travaille depuis 4 ans à la Direction régionale de santé publique de Montréal sur différents dossiers en prévention du suicide, en promotion de la santé mentale, auprès de différents sous-groupes, autant les jeunes, les adultes, les aînés que les travailleurs. Alors, Camille, la parole est à toi. Oui, donc bonjour tout le monde, bon matin. Je suis contente d'être ici avec vous ce matin, là, malgré notre surcharge de travail en santé publique. C'est super important pour moi de mettre l'emphase sur les facteurs de protection de la santé mentale, puis l'importance d'agir en amont pour cette question-là. On s'intéresse beaucoup à prévenir les problèmes, souvent en santé mentale, tandis qu'il y a des choses qui sont reconnues comme efficaces aussi pour agir en amont. Donc, c'est vraiment sur ça que va porter ma présentation. Je vais essayer de respecter le temps qui m'est alloué et de vous partager mon écran. Donc, je m'excuse, ça ne sera pas long. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, donc, parfait. Donc, vraiment, là, je vais mettre l'emphase sur les facteurs de protection de la santé mentale. Je veux commencer par mentionner que, puis merci là, à Christelle pour les données qu'elle a présentées auparavant. J'étais triste de voir qu'on n'avait pas de données spécifiques pour Montréal parce que c'est vraiment ce qu'on a constaté avec des collègues à la Direction de santé publique, c'est qu'actuellement, selon les données, on ne sait pas vraiment comment vont nos jeunes à Montréal. On a différentes données. Première donnée là, dont tout le monde a entendu parler, les données d'organismes qui démontreraient une hausse des demandes de services. Donc, on a Jeunesse J'écoute, on a Tel Jeune qui a parlé de la hausse de demandes sur leurs services. Par contre, je veux mettre un petit bémol à ça. En statistique, on sait qu'une augmentation des demandes de services ne s'égale pas nécessairement à une augmentation de la détresse dans la population. Il y a toutes sortes de variables modératrices qui peuvent intervenir pour expliquer cette hausse de demande de services-là, autre que l'augmentation de la détresse. Par contre, on considère quand même que c'est un indicateur à suivre. Par la suite, on a aussi des données administratives. Celles-là sont pour Montréal. Donc, on a en ce qui concerne les consultations à l'urgence, on a vu une diminution des consultations à l'urgence en lien avec des raisons de santé mentale ou de raisons là, de toute autre acabit là, dans le domaine psychosocial. C'est pas très étonnant, là, toutes les consultations à l'urgence, peu importe le motif de consultation, sont en diminution depuis le début là, de la crise COVID. C'est sûr qu'il y a des craintes liées à la transmission là, du virus dans les hôpitaux. Donc, c'est pas très étonnant, mais on trouvait intéressant de vous le mentionner quand même. Ensuite, on a des données pour le Canada qui nous indiquent que les adolescents s'ennuient et sont préoccupés par le temps perdu en classe actuellement. C'est quand même 71% des adolescents qui ont répondu s'ennuyer. On a mis les sources là, à la fin, donc vous aurez accès là, aux enquêtes qu'on a mis de l'avant dans notre présentation. Donc,
Ça, c'est une donnée qu'on trouvait intéressante aussi. Ensuite, il y a la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais qui a fait un sondage dernièrement. Il y a des données pour Montréal, mais c'est assez difficile à interpréter. Puis il y a des données pour les 10-17 ans également, mais ça aussi, on a eu des difficultés à les interpréter. Mais j'ai mis le lien là, si vous voulez vous risquer. Ce dont on était sûr, par contre, c'était que pour le Québec, pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans, il y avait 56 % des parents qui dénotent que l'état psychologique s'est détérioré chez leur enfant, ce qui est quand même important comme chiffre. Ensuite, il y aurait eu 48 % des parents qui affirment que le comportement de leur enfant s'est dégradé. Donc, on aurait aussi des changements au niveau du comportement. Et parmi ces changements de comportement-là, il y a des manifestations d'agressivité chez 35. Bien, en fait, les parents dénotent 35 % des parents dénotent un changement au niveau de ce type de comportement-là. On entend beaucoup parler, puis j'étais contente aussi, Christelle, de voir dans ta présentation que tu as parlé des jeunes qui vont bien. Puis pourquoi ces jeunes-là vont bien? Parce que bien sûr, là, il y a quand même une tendance médiatique à nous parler beaucoup des choses qui vont pas bien. Puis ça, c'est aussi un facteur de risque pour la santé mentale de notre population, d'entendre constamment des histoires négatives à propos de la santé mentale de la population. Quand on a l'impression que tout le monde va pas bien, ça se peut que ça ait un impact sur notre morale. Fait qu'on aimerait ça, sensibiliser les médias à ce niveau-là. Il y en a qui ont partagé des histoires positives, des initiatives intéressantes dans la communauté, dans le cadre du COVID. Il y en a. Fait qu'on pense qu'il devrait en avoir plus en santé publique à ce niveau-là. Ensuite, malgré qu'on n'ait pas de chiffres exacts pour nous dire comment vont nos adolescents à Montréal, on sait qu'il y a des facteurs de risque, hein? Puis je ne vous les nommerai pas, là, je pense que vous les connaissez. Par contre, à Montréal, il y en a deux qu'on pense qui sont plus importants. C'est le peu d'espace personnel à la maison. Il y a une grande partie des gens qui vivent à Montréal qui vivent dans des appartements. On a une population aussi qui est défavorisée dans certains quartiers de Montréal, donc qui ont des petits appartements. Donc, on peut penser que les adolescents qui vivent dans ces appartements-là ont peu d'espace personnel, ce qui est un facteur de risque pour leur santé mentale. Puis on peut penser aussi qu'à Montréal, bien, il y a plus d'insécurité en lien avec, par exemple, la crainte d'attraper le coronavirus, parce que, bon, on sait que notre situation épidémiologique est plus grave que dans l'ensemble du Québec et au Canada même. Donc, malgré ces facteurs de risque-là, il est important de se rappeler que la majorité des personnes qui vivent une catastrophe sont résilientes. On veut mettre l'emphase là-dessus, on ne veut pas avoir l'air jovialiste, par contre, mais la capacité d'adaptation humaine est très grande. Il y a puis j'ai mis le rapport de l'INES là, qui fait un rapport de ça. En fait, selon la plupart des plans de pandémie qu'il y a eu, la majorité des gens s'en sont bien sortis, ont fait face à la situation avec des capacités d'adaptation. Donc, les facteurs de protection spécifiques pour la santé mentale des jeunes sur lesquels miser actuellement qu'on vous propose, vous les avez ici, il y en a 7. Donc, c'est les compétences socio-émotionnelles, l'accès à des espaces verts, l'activité physique, les occasions de participation sociale, le soutien des pairs, super important, on en a parlé tantôt, le soutien social des adultes et une information adaptée. Je suis rendue à combien de temps? OK, ça va vite. Donc, on trouvait important de mentionner que malgré qu'on n'ait pas le milieu scolaire pour diffuser des programmes au niveau des compétences socio-émotionnelles, on peut continuer à favoriser le développement des compétences socio-émotionnelles, tout particulièrement la maîtrise de soi et la conscience sociale. La maîtrise de soi parce qu'elle fait appel à... qu'elle inclut en fait la gestion du stress, toutes les méthodes de gestion du stress puis de résolution de problèmes. Ensuite, la conscience sociale parce qu'on demande aux jeunes en ce moment de faire des gros sacrifices pour le bien-être commun. Donc, on pense que c'est aussi une capacité sur laquelle on devrait miser actuellement. On vous a mis différentes ressources dans le bas de la diapo. Il y a vraiment, dans le fond, des organismes qui diffusent actuellement de l'information en lien avec ces différentes compétences socio-émotionnelles-là qui sont adaptées à la situation. Là, des vidéos en ligne, des posts. Donc, on trouvait intéressant de vous les relayer. Ensuite, organiser des activités dans les espaces verts. Bon, en général, on sait que les espaces verts contribuent à toutes sortes de choses, contribuent, oui, à la santé physique parce que c'est des lieux pour faire de l'activité physique, c'est des lieux
ou profiter de l'air frais, du soleil. On sait aussi que ça contribue à une meilleure santé mentale parce que, bon, les gens, il y a des études qui ont prouvé que les gens qui fréquentent des espaces verts ou qui ont un espace vert à une certaine distance de chez eux sont moins stressés, ont une meilleure concentration. Puis on sait aussi que, bon, les espaces verts sont souvent des lieux de rencontre, des lieux de socialisation. Donc, on sait que ça a un impact sur la santé sociale également. On est en discussion là, actuellement à Montréal pour voir comment on pourrait réouvrir certains lieux publics intérieurs et extérieurs, dont les espaces verts, là, quand on parle d'extérieur. Actuellement, là, les recommandations qu'on ferait pour ouvrir ces lieux publics-là sont à gauche de votre écran. C'est des choses qui sont en discussion actuellement. Il va bien sûr avoir des documents officiels sur ce sujet-là. Il y a des comités en place, mais je voulais vous donner une idée là, des recommandations qu'il y aurait pour ouvrir certains lieux publics. Ensuite, l'importance d'adapter les quartiers pour la réalisation d'activités physiques. On l'a vu à Montréal, c'est vraiment super. Il y a déjà des rues qui commencent à être fermées ou en tout cas réduites, dont la circulation est réduite pour permettre aux gens du quartier de profiter de l'espace qu'offre la rue. Les ruelles aussi sont une alternative intéressante pour l'activité physique à Montréal qu'on n'a peut-être pas ailleurs, en banlieue, par exemple. Donc, c'est des lieux intéressants pour pratiquer le jeu libre, le sport. C'est sûr qu'on le sait, là, le sport, ça a un impact important sur la santé mentale parce que ça l'aide à réduire l'anxiété, par exemple. Donc, on vous a mis différentes aussi applications web, des sites web aussi qui proposent des vidéos pour des exercices que peuvent faire les jeunes à la maison sans équipement. On sait que c'est très populaire chez les jeunes également. Ensuite, notre 4e facteur de protection, ça serait la participation sociale. Donc, on a publié dernièrement là, en Santé publique un document qui s'appelle « Des atouts pour la santé mentale de nos jeunes » où on a vu qu'il y avait une importante association entre la bonne santé mentale puis le niveau de participation des adolescents dans différents environnements, que ce soit leur milieu familial, leur milieu scolaire ou leur communauté. Les jeunes qui ont un niveau de participation plus élevé avaient une meilleure santé mentale. Donc, on peut se douter que si on offre des occasions de participation sociale, on va intervenir aussi sur la santé mentale de nos jeunes. Donc, on vous a mis des exemples que les familles et les organismes communautaires pourraient mettre en place pour promouvoir la participation sociale des jeunes. Ensuite, le soutien social par les pairs, on en a quand même beaucoup parlé, là, je pense que la preuve n'est pas à faire. Par contre, il y a peut-être la sensibilisation à faire auprès des jeunes, de leur rappeler que c'est important d'être proactif, de prendre contact avec leurs amis de différentes façons. Hein. Je pense que Christelle en a parlé là, tout à l'heure, les vidéos. C'est sûr que, bon, à cause du non-verbal, les gens ont tendance à se sentir plus soutenus que via message texte. On peut leur rappeler aussi que c'est important que oui, peut-être, eux ont besoin de soutien, mais qu'ils peuvent également offrir leur soutien puis que c'est une source de valorisation intéressante. Puis de mentionner aussi leurs besoins, hein, d'être clair par rapport à ça, de ne pas s'attendre à ce que les gens devinent de quoi ils ont besoin, le type de contact dont ils ont besoin, la fréquence aussi. Ensuite, on parle d'outiller les adultes pour soutenir les jeunes. Il y a eu quand même différents outils qui ont été publiés dernièrement dans le cadre du COVID pour les parents. On en a mis, bon, la ligne parents en a publié, le CHU Sainte-Justine aussi. Je pense que Naître et Grandir aussi ont développé des outils pour les parents. C'est super important comme parent actuellement d'être à l'écoute de son jeune. Hein. Je pense en tout temps, mais particulièrement actuellement. Pour la famille élargie aussi, on rappelle que ça peut être intéressant de prendre des nouvelles des adolescents, de se montrer disponible aux besoins. Les enseignants aussi, d'ici la fin juin, peuvent avoir un rôle important, mais vraiment, là, puis c'est en bas de notre diapo, mais vraiment, les organismes, on pense que les intervenants des organismes communautaires sont des acteurs clés là, pour soutenir les jeunes dans la situation actuelle, surtout qu'eux sont là en tout temps, contrairement, là, malheureusement, aux gens du milieu scolaire. Finalement, on voulait vous parler de l'importance de partager de l'information adaptée. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est souvent de l'information qui est plus ou moins adaptée à un adolescent. Pourtant, on sait que c'est autant pour la santé mentale que la santé physique. C'est important d'avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions quant à sa santé.
Donc, on vous a mis des exemples de pages web où il y a de l'information sur le COVID et le prendre soin de soi dans le cadre du COVID, mais qui est vraiment adapté aux adolescents. Il y a des moyens de communication aussi qui sont plus adaptés. Donc, on vous invite à utiliser ces moyens de communication-là si vous voulez prendre contact directement avec les adolescents. Donc, ça fait le tour des facteurs de protection sur lesquels on voulait vous parler. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Mais je vous remercie. J'espère que ça peut vous aider en fait, vous donner des idées pour la suite des choses pour aider nos adolescents à Montréal. Merci beaucoup, Camille. C'est vraiment apprécié ta présentation et ton temps aujourd'hui. En fait, j'avais quelques questions de préparer. Ça a bougé un petit peu au niveau des questions et réponses. On vous invite à les mettre quand même là, vos réactions suite à la présentation de Camille. J'ai vu qu'il y en a beaucoup aussi par rapport à l'autre présentation. Donc, on collige ça. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir tout à l'heure. Je pense qu'on va quand même essayer de procéder avec nos prochains conférenciers. Camille, on revient tantôt. Reste avec nous. On va discuter ensemble plus longuement tout à l'heure avec les questions des participants live et ce qu'on a colligé lors de leur distribution. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant nos prochains conférenciers de Perspective Jeunesse, Mathilde Cosson, qui est intervenante en persévérance scolaire pour le projet Option à l'école Lucien Pagé, et Louis-Philippe Sarrazin, qui est directeur général pour Perspective Jeunesse, aussi à se joindre à nous. Donc, Louis-Philippe, te voilà. Mathilde Bonjour. également. Merci. La parole est à vous et n'hésitez pas tout le monde à continuer d'écrire vos questions, réactions à la présentation de Camille. Je passe un peu rapidement, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas, on prend ça bien en note. Je vous laisse la parole à vous deux. Merci. Merci à vous. Effectivement, tout d'abord, on veut vous remercier pour l'opportunité de partager notre expérience actuellement dans la situation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Perspective Jeunesse, on a une mission de prévention du décrochage scolaire et social. Perspective Jeunesse existe depuis 2006 maintenant. On offre 2 programmes. Donc, le programme Option, qui est en prévention du décrochage scolaire. Option, c'est un programme qui est présent dans 6 écoles montréalaises. On accompagne en moyenne 190 à 200 jeunes par année dans ce programme-là. On offre aussi le programme Plan C, qui est un programme de réinsertion aux études. Donc, c'est plus pour les jeunes de 15 à 24 ans. Réinsertion aux études, mais également mise en action. Donc, c'est des jeunes qui arrivent chez nous, qui définissent leurs propres objectifs et on tente de les accompagner pour qu'ils les atteignent. Donc, on a un volet de suivi individuel que tous les jeunes ont accès. Et puis, on a aussi un volet scolaire. Pour les jeunes qui ne seraient pas prêts à réintégrer la formation aux adultes, on scolarise jusqu'à 14 jeunes par année par l'entremise de la formation à distance assistée. Donc, au total, c'est un peu plus de 200 jeunes par année qu'on accompagne. Et puis, je vais passer la parole à Mathilde, qui est vraiment l'experte de la situation actuelle, qui a vécu tout sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, donc je suis très contente d'être avec vous ce matin, c'est une grande première pour moi. Donc pour vous remettre en contexte, on est passé d'un travail de proximité avec les jeunes où on les rencontrait vraiment dans leur quotidien à l'école ou à Perspective Jeunesse, à du télétravail à distance. Donc avec l'équipe, on a fait le choix d'aller chercher les jeunes là où on pouvait les rejoindre, c'est-à-dire sur les réseaux. Ça nous a demandé beaucoup d'adaptation puisque personnellement, j'étais restée bloquée à l'étape Facebook, mais les jeunes, c'est sur Instagram qui sont rendus. Donc, on a commencé à faire des publications quotidiennes pour animer et informer la communauté. On a aussi fait des suivis individuels avec les jeunes et parfois avec les parents. Donc, pour ça, on a fonctionné par message sur les réseaux et parfois en visio ou par téléphone quand c'était possible. Donc, la présentation, elle est basée sur les données que j'ai recueillis pendant ces échanges avec mes collègues. Donc, on a rejoint 120 jeunes depuis le début du confinement. Puis, il faut savoir qu'il y avait environ 95% des jeunes qui bénéficiaient déjà d'un suivi avant le début du confinement. Puis, on a pu faire des suivis hebdomadaires, voire quotidiens avec certains d'entre eux, alors que pour d'autres, on a seulement pu les rejoindre ponctuellement. Donc, je voudrais rejoindre Christelle et puis Camille qui ont présenté juste avant en disant que tous les jeunes ne vont pas mal, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que l'anxiété de certains jeunes a diminué puisque les facteurs de stress ont disparu. On peut penser à des jeunes, par exemple, qui étaient stressés à l'idée de prendre l'autobus le matin ou qui vivaient de l'anxiété de performance.
on a aussi remarqué que dans les jeunes qui vivaient de l'anxiété, il y en a qui se connaissaient extrêmement bien et qui ont réussi à mettre en place des stratégies d'adaptation comme des routines très structurantes. Il y a aussi des jeunes qui sont très surprenants puis qui profitent du temps qu'ils ont pour mettre en place des projets, développer des talents ou même avoir une réflexion personnelle. Donc, pour citer quelques exemples, il y a des jeunes qui ont commencé à apprendre la musique. J'ai un jeune qui m'envoie régulièrement ses compositions par courriel. J'ai une collègue aussi qui m'a parlé de 2 jeunes filles qui devaient participer à des compétitions internationales, qui avaient des chances de médailles et ces compétitions ont été annulées, mais elles ont continué à pratiquer leur sport à la maison avec le soutien de leur entraîneur. Donc, je trouve que c'est des très beaux exemples de résilience et de persévérance. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que le confinement, ça avait rapproché certaines familles qui partagent des activités comme aller se promener au parc ou bien faire des jeux de société. Puis, il y a certains jeunes qui se sont mis à contribuer activement à la vie de la maison. Il y a peu de jeunes, par contre, qui nous ont rapporté des difficultés familiales marquées ou bien des situations qui se seraient détériorées avec le confinement. Bien évidemment, on peut imaginer que ce n'est pas le cas pour tous les jeunes, malheureusement. D'ailleurs, j'ai une collègue qui m'a rapporté la situation d'un jeune qui avait fait une fugue suite à un conflit familial. On a aussi quelques parents qui projettent leurs propres peurs sur leurs enfants, puis qui vont renforcer certains interdits. Moi, j'ai parlé à des jeunes qui étaient à peine sortis de chez eux en 2 mois, puis c'est sûr qu'ils aimeraient retrouver un peu plus d'espace et de liberté dans ce temps-là. Donc, sans grande surprise, une des premières choses dont les jeunes vont nous parler, c'est qu'ils s'ennuient beaucoup de leurs amis. Ils nous disent bien que ce n'est pas pareil sur les réseaux qu'en personne. Pour les jeunes qui ont des relations amoureuses aussi, ils vivent des défis qui sont liés à la distanciation sociale. Donc, on a certains jeunes qui prennent aussi conscience qu'apprendre, être dans une classe avec leur enseignant, ça leur manque aussi. J'ai un collègue qui me parlait d'un jeune qui a commencé à se mobiliser dans ses apprentissages d'une manière assez surprenante, puis qui démontre une très grande autonomie là-dedans. Donc, lui, il continue de l'encourager au quotidien. Donc, on a aussi des jeunes qui vivent toutes sortes d'émotions du fait de l'annulation de certaines activités et projets, puis parce qu'ils ne pourront pas dire au revoir à leur classe ou à leur école. J'ai une jeune qui me disait combien elle était triste que l'année se termine comme ça, alors que cette année, elle se sentait vraiment bien dans son groupe classe. Puis, on a forcément aussi beaucoup entendu parler des secondaires 5, des balles de finissants qui sont annulées pour le moment. Donc, c'est sûr que c'est des deuils à faire, puis qu'il y a parfois un sentiment de frustration qui peut venir avec ça. Il y a beaucoup d'insécurités aussi qui sont liées à la nouveauté de l'enseignement à distance qui a démarré cette semaine d'ailleurs, puis à l'avenir qui reste encore très flou. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ces insécurités, elles se manifestent souvent par vagues, puis on le voit quand il y a des nouvelles mesures annoncées. Les jeunes, ils vont venir vers nous avec beaucoup de questions, puis on sent qu'ils ont besoin d'une présence dans ce temps-là. On a aussi noté des grandes disparités d'une famille à l'autre et d'un jeune à l'autre. D'abord, on va avoir des parents très encadrants qui vont demander aux jeunes de s'impliquer quotidiennement dans leurs apprentissages, parfois jusqu'à mettre un petit peu de pression, alors qu'on a d'autres jeunes qui sont complètement livrés à eux-mêmes avec des parents désengagés. Donc, c'est sûr que la vie, elle continue, puis qu'il y a des familles qui continuent de vivre des défis. Je parlais à une maman qui me disait que la vie à la maison s'était mise sur pause pendant 2 mois. Il y a 5 enfants, un bébé naissant. Ils viennent de recevoir la décision du tribunal pour une reprise de logement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux qui continuent à se vivre. Puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'encadrement parental, il va beaucoup influencer le quotidien des jeunes. Donc, on a des jeunes qui ont complètement laissé l'école de côté pendant 2 mois. Ça va se refléter aussi dans leur rythme de vie. On a des jeunes qui se couchent à 4, 5, 6 heures du matin. Moi, j'essaye même pas de les appeler avant 13 heures et pourtant, parfois, je trouve quand même le moyen de les réveiller à 14, 15 heures. Donc, c'est pas facile de composer avec cette réalité-là. Je parlais des jeunes qui sont actifs de la même manière. C'est sûr qu'on a des jeunes qui restent enfermés à la maison aussi devant la télévision, Netflix entre autres, qui n'ont pas de projet, qui quand on leur demande qu'est-ce qui les allume, ils ne manifestent pas vraiment d'envie particulière. Donc, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. Puis, j'ai aussi une pensée pour les jeunes qui étaient déjà fragilisés avant le confinement. Il y a une collègue qui m'a parlé d'une jeune qui sortait d'un état dépressif, qui allait mieux, qui était prête à se remettre en action, qui avait même intégré la classe du plan C. Puis là, elle se retrouve forcée de rester à la maison avec la peur que sa santé mentale, elle se dégrade à nouveau.
Du côté des intervenants, malgré les adaptations qui ont été mises en place, les intervenants avec qui on a eu la chance d'échanger, ils s'entendent pour dire que ce n'est pas toujours facile de rejoindre les jeunes. D'ailleurs, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, quand je demande aux jeunes comment ça va, des fois, j'ai juste le droit à une petite mention j'aime. Donc, ce n'est pas facile de rebondir dans ce temps-là. Ce n'est pas tous les intervenants non plus qui ont constaté, qui d'emblée ont été confortables avec cette manière de communiquer. On s'entend que par écrit, il n'y a pas le non-verbal. On perd un peu la spontanéité des rencontres informelles dans les couloirs de l'école où on croise les jeunes. On a aussi certains jeunes qui ne veulent pas qu'on les appelle parce qu'ils ne sont pas confortables de parler près des parents qui sont dans la pièce à côté. Pour les jeunes qu'on rejoint, ce qu'on constate, c'est que les journées, elles se ressemblent un peu toutes parfois et que les discussions, elles ont tendance à s'essouffler. Ce n'est pas facile de maintenir ça vivant. On a aussi des jeunes qui semblent un peu plus difficiles à rejoindre. Ce n'est absolument pas scientifique ce que je vais vous dire là, c'est plus des constats de mes collègues. Donc, on parle des jeunes qui consommaient déjà régulièrement avant le confinement, des jeunes aussi qui sont plus introvertis et qui passaient déjà en dessous des radars, et des jeunes qui ont de la difficulté à mettre l'école en priorité compte tenu de défis personnels qui sont vécus. Puis ce qu'on a tendance à oublier, vu que la technologie elle est très présente dans nos vies, c'est que ce n'est pas tous les jeunes qui ont accès à une tablette, un téléphone ou un ordinateur à la maison. Puis il y a des jeunes qui ne sont pas actifs ou plus actifs sur les réseaux sociaux. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point ils peuvent rapidement être pris au dépourvu quand ils se retrouvent face à d'autres plateformes qu'Instagram ou TikTok qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Puis les enseignants, ils me disaient qu'ils avaient même dû faire des tutoriels pour que les jeunes utilisent Microsoft Teams parce qu'ils étaient vraiment perdus. Donc, pour ceux qui ont tenté d'organiser des rencontres de groupe en visio, ce qu'on a constaté, c'est une difficulté à maintenir la mobilisation et l'intérêt des jeunes dans le temps. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer par l'instabilité de leur horaire, une certaine passivité qui s'installe, des jeunes qui arrêtent de mettre leur caméra, etc. J'ai quand même une collègue qui animait des activités avant le confinement, après l'école, une fois semaine, puis qui a réussi à les poursuivre avec 7 jeunes qui étaient plutôt isolés au départ et qui sont très engagés. Donc, c'est un des très beaux succès qu'on a vécu ces temps-ci. Pour les jeunes qu'on est capable de rejoindre, ce qu'on a constaté avec mes collègues, c'est que globalement, ils ont peu de demandes, puis ils vont peu verbaliser leurs besoins. Comme on est facilement accessible sur les réseaux sociaux, ils vont beaucoup se tourner vers nous pour des questions qui sont très techniques en lien avec l'école, du type est-ce qu'ils vont pouvoir passer leur année ou pas, c'est quoi les courriels, les mots de passe pour la reprise de l'école à distance. Donc, on a beaucoup joué un rôle d'agent de liaison entre les jeunes et l'école, mais aussi entre les jeunes et les intervenants qui les suivaient avant le confinement, et parfois, il y avait une certaine rupture qui s'était faite. Donc, c'est sûr que même si les jeunes, ils verbalisent peu de demandes, ça ne veut pas dire que les besoins ne sont pas présents. D'ailleurs, on a plusieurs inquiétudes en tant qu'intervenants. Des inquiétudes pour les jeunes qui ont commencé à travailler à temps plein. C'est sûr qu'on se demande s'ils vont réussir à réembarquer dans le système scolaire, surtout quand ils ont un parcours un peu en rupture. J'ai une jeune en particulier en tête qui me disait qu'elle avait un projet scolaire pour septembre prochain et 2 mois plus tard, elle me dit « Écoute Mathilde, c'est terminé pour moi, l'école, je pars en appartement ». On a aussi des inquiétudes pour les jeunes qui ont un rapport plus difficile à l'école. S'ils vivent un échec à la maison, c'est sûr qu'on se demande comment est-ce qu'ils vont l'intérioriser, quel impact ça va avoir sur leur motivation puis leur scolarité. On parlait aussi des jeunes qui ont un rythme de vie complètement décalé. Comment est-ce qu'ils vont réussir à retrouver des saines habitudes qui vont être compatibles avec un rythme scolaire? Des inquiétudes aussi pour les jeunes qui semblent vivre dans une sorte de bulle, puis tout à coup qui vont devoir se reconfronter à la réalité d'une vie en société. Je pense entre autres aux jeunes anxieux qui ont tendance à faire de l'évitement. Puis on se questionne aussi sur nos ressources humaines, forcément. Est-ce qu'on va avoir la capacité de répondre aux besoins et demandes qui vont émerger dans les prochains mois? C'est difficile d'évaluer l'impact que ça va avoir puisque c'est une situation exceptionnelle. Puis c'est vrai qu'il y a déjà certaines coupures qui ont été annoncées dans les services aux jeunes dans certaines écoles avant
le début du confinement, puis qu'il y a des ressources qui étaient déjà engorgées auparavant. Ceci dit, je pense qu'il faut vraiment continuer de rester actif et présent pour les jeunes qui pourraient se trouver en situation de vulnérabilité. Ce n'est pas toujours évident pour eux d'aller chercher l'aide. Donc, si on fait l'effort d'entretenir le lien, même si ce n'est pas toujours facile, ils vont plus facilement pouvoir venir nous trouver en cas de besoin. D'ailleurs, j'ai en tête l'exemple d'un jeune qui est venu me voir il y a 2 semaines en me disant « Écoute Mathilde, un de mes amis m'a dit qu'il voulait sauter la vie, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, j'ai pu mettre en place les interventions nécessaires. Je pense aussi qu'il faut vraiment rester en lien avec nos partenaires pour être plus efficace dans les interventions, pour pouvoir mettre en place un filet de sécurité pour les jeunes, puis s'assurer de ne pas en oublier sur le bord de la route, parce que je sais que c'est une inquiétude qui est partagée par plusieurs d'entre nous. Et je pense qu'il va surtout falloir continuer d'être créatif et qu'il y a beaucoup d'avenues qui restent à explorer. Les beaux jours sont arrivés, il y a certaines mesures du confinement qui commencent à s'assouplir, donc à voir si on ne pourrait pas envisager des visites de balcon, des rencontres dans les parcs, faire de l'accompagnement scolaire. En tout cas, je pense que tout reste à construire. Donc voilà. Merci beaucoup, Camille, Mathilde et Louis-Philippe. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est super apprécié. Je vois qu'il y a des participants qui ont réagi un peu, ils se rejoignent beaucoup, ils se retrouvent beaucoup dans votre témoignage d'aujourd'hui. C'est bien apprécié. Je vais déjà passer à la période de panel. Donc, j'invite Louis-Philippe, Camille, Christelle à se joindre à nous, ouvrir vos caméras et vos micros. Je pense qu'on a eu beaucoup de questions. Je souhaite laisser beaucoup de place à tous les participants qui ont posé des questions. Alors, Mireille et Ginette, je vous invite peut-être à nous communiquer directement les questions des participants. On va commencer avec ça. Sinon, j'en ai beaucoup aussi qui ont été nommés lors de leur inscription. Donc, j'en ai plein pour nourrir la discussion, mais je souhaite vraiment donner la place à ce qui se passe en direct. Donc, Ginette, peut-être, est-ce que tu peux nous communiquer quelques questions dont tu entends parler? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je vais revenir à Christelle, la toute première conférencière. Il y avait beaucoup de questions entre les garçons et les filles. En fait, la première question qu'on voyait, c'était Lynn Roy qui disait « Est-ce que le groupe des tiers plus positifs regroupe plus de filles que l'autre tiers? » Bien, je pense que ma réponse va être un peu ennuyante parce que, en fait, oui, effectivement, on a plus de filles, mais c'est normal parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit quand je vous ai présenté l'étude, on a beaucoup plus de filles qui ont participé à l'étude. On a 70 % de filles, donc on ne peut pas, sur la base de ces données-là, faire un portrait des différences garçons et filles, malheureusement. On peut présumer qu'il y en a certainement, mais je ne pourrais pas là, les nommer précisément sur la base de ces résultats-là. Mais est-ce que je peux compléter, Christine? Parce que justement, il y avait Martin Roussel qui disait avons-nous une hypothèse pourquoi les garçons ont moins participé au sondage? Est-ce que vous savez un peu le pourquoi les garçons? Bien, en fait, on voit ça assez souvent, là, une plus grande participation chez les filles dans les études. Donc, on était peu surprise, en fait, de voir cette situation-là se reproduire ici. Mais c'est sûr que la question de la différence du genre va être super intéressante à creuser et à comprendre là, dans le confinement. Mais malheureusement, sur la base de ces résultats-là en particulier, je ne peux pas me prononcer. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est une question importante parce que les interventions pourraient être différentes pour les garçons versus pour les filles, mais malheureusement, je n'ai pas de piste précise là, à proposer en lien avec ces résultats-là. On comprend, parce que juste pour terminer ce volet-là des garçons et des filles, ce qui était curieux, c'est que les garçons ont peut-être moins participé au sondage, mais pourtant, l'anxiété a augmenté considérablement plus chez les garçons que chez les filles, n'est-ce pas? Selon, oui, absolument. Est-ce qu'on a des explications? Pourquoi l'anxiété chez les garçons a plus augmenté que chez les filles? Malheureusement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Il faudrait réfléchir, je pense, pour trouver des pistes, il faudrait réfléchir de façon plus approfondie sur c'est quoi les éléments du confinement qui sont susceptibles d'affecter davantage les garçons. On a l'isolement social, on a davantage d'exposition probablement aux jeux vidéo. Donc, est-ce que les garçons sont particulièrement sensibles à ces aspects-là?
je pense que ce serait important de réfléchir à ça. Donc, mais malheureusement, dans mes données, je ne suis pas capable de vous éclairer davantage. Est-ce que certains d'autres conférenciers auraient des éléments de réponse pour compléter? Avez-vous entendu parler de certaines différences entre les garçons et les filles dans votre... Pas tant que ça? C'est pas assez Malheureusement, difficile. non. On va commander une étude. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ginette, que tu aimerais apporter qui ont été intéressantes, qui pourraient... J'étais toujours dans la première présentation, là, donc je peux laisser peut-être Mireille pour aborder la deuxième présentation. En fait, j'aurais une question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais elle pourrait s'adresser au groupe. Mais juste avant, juste dire aux participants, on voit, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main juste pour vous dire qu'on vous voit, mais ce n'est pas une fonctionnalité qu'on va utiliser, donc on vous invite à interagir avec nous via le questions et réponses dans le bas de l'écran. Et pour la question, on nous demandait si les mesures de déconfinement qui ont été annoncées, selon vous, peuvent aider les jeunes qui se situent dans le profil dépressif, ou est-ce que les règles qui viennent avec le déconfinement risquent de davantage augmenter leur stress? Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre à cette question-là. En fait, je vais me permettre un début de réponse, mais je pense que mes collègues aussi là, auront des réponses à fournir à cette question. Je me rappelle plus c'est dans laquelle des présentations que ça avait été évoqué, mais on anticipait que possiblement les jeunes qui sont plus anxieux habituellement, qui sont comme dans une bulle actuellement là, dans le confinement, vont vivre peut-être plus d'anxiété face au déconfinement, vont peut-être avoir plus de difficultés à sortir de cette bulle-là finalement qui est sécurisante. Donc, je pense que dans cette présentation-là, il y avait une piste. Puis, je pense aussi que dans les profils qu'on a constatés dans notre étude, il y a des bonnes chances que ce soit effectivement des jeunes qui sont anxieux habituellement par rapport à l'école, par rapport à toutes sortes de situations qu'ils vivent à l'école, qui se sentent bien en ce moment. Donc, moi, j'ai l'intention de prendre d'autres mesures, de faire un suivi longitudinal pour voir un peu comment les jeunes vont vivre la reprise scolaire, le déconfinement. Et je ne serais pas surprise de voir que les jeunes qui vont bien actuellement pendant le confinement, c'est peut-être eux qui vont vivre plus difficilement le déconfinement et qu'à l'inverse, les jeunes qui présentent une détresse élevée, qui sont aux prises avec des symptômes dépressifs élevés, bien, eux, ils vont peut-être vivre le déconfinement comme un soulagement. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution de tout ça. Donc, voilà. Est-ce que d'autres conférenciers, oui? Ben oui, moi, je peux me permettre d'ajouter. En fait, c'est sûr qu'on parle de déconfinement actuellement. C'est un déconfinement qui est graduel dans la région de Montréal. Donc, si on suit là, très précisément là, la situation épidémiologique, si on se rend compte à la santé publique que les taux, en fait, les personnes atteintes augmentent en flèche avec le déconfinement, puis qu'il y a une deuxième vague. Je pense que c'est de l'information qui a déjà été dite là, beaucoup dans les médias, mais on va s'ajuster en fonction de ça. On espère quand même déconfiner parce qu'on sait que le confinement a un grand impact sur la santé physique et mentale de beaucoup de gens. En fait, les études sur les périodes de quarantaine mentionnent qu'il faut qu'il y ait une fin et que plus la période de quarantaine est longue, plus les impacts sur les gens au niveau de leur santé mentale est grande. Donc, on est conscient des risques associés au déconfinement. Toutefois, puis on va les suivre. Il y a des évaluations des risques qui vont être faites dans chaque milieu qui va être ouvert. Il y a des plans de gestion des éclosions qui sont faits. Par contre, on constate que les risques de rester confinés sont plus grands pour la santé de la population que les risques de déconfiner. Je pense que pour les adolescents, ce qui est important, comme pour la majorité de la population, c'est d'être bien informé quant aux mesures à prendre. Les mesures d'isolement pour les personnes qui ont des symptômes de la COVID restent les mêmes. Là. Si les gens sont malades, si les gens ont été en contact avec une personne malade, ils doivent rester chez eux. Il y a toutes sortes de mesures aussi qui vont être mis en place dans les lieux publics pour s'assurer que les lieux publics soient sécuritaires pour la population. Puis les gens peuvent y aller à leur rythme aussi. T'sais, nous, on ouvre de façon graduelle les lieux publics, mais eux peuvent aussi visiter ces lieux publics-là de façon graduelle, d'y aller, de s'exposer graduellement à ces risques-là. T'sais, la gestion du risque est vécue différemment chez chaque individu. Donc, c'est vraiment du cas par cas.
Donc, oui, il peut y avoir une certaine partie de la population qui va vivre du stress en lien avec ça. Puis c'est normal de vivre du stress dans la situation actuelle, hein, en fait, de vivre des symptômes anxieux, de vivre des symptômes dépressifs. C'est normal. En fait, ce qui serait pas normal, c'est de pas du tout réagir à la situation. Il y en a qui se sentent mieux, tant mieux, leur capacité d'adaptation ou en tout cas, certains facteurs de risque ont été supprimés. Il y a toutes sortes il n'y a pas de réaction là, anormale encore face à la situation. Donc, on va suivre les choses, puis on va espérer que la population, là, justement, comme on disait tantôt, que la majorité de la population soit résiliente. Puis pour devenir résilient, il faut faire face à des épreuves. Puis on considère qu'en ce moment, les gens développent leur résilience, là, si on voit ça d'un côté positif aussi. Mais bon, on est conscient aussi là, des grands défis qu'ils rencontrent. Effectivement, on entend parler des partenaires qui nous amenaient la préoccupation des effets à long terme. Je ne sais pas s'il y a d'autres conférenciers qui aimeraient témoigner de ça, Christelle, ou dans des réflexions, parce qu'en fait, au niveau des études, avez-vous vu quelque chose passer, ce genre de situation-là qu'on vit? Va-t-il falloir qu'on reste à l'affût pendant longtemps en tant qu'intervenant en lien avec les jeunes? Est-ce que, comment ça va se passer? Avez-vous vu quelque chose passer, les temps de crise, les confinements dans d'autres, à travers le monde? C'est quelque chose donc vous avez consulté en lien avec ça? Ben, moi, je peux mentionner que selon ce que je sais là, des études qui ont été faites par rapport à la situation à Mégantic, puis différentes études là, en lien avec des réactions de la population à des catastrophes, les effets psychologiques, c'est souvent quelques mois après le moment de la catastrophe. Donc, on peut penser qu'en ce moment, les gens sont comme encore en état de choc, puis qu'éventuellement, il pourrait avoir une augmentation de certains symptômes, certains signes de détresse. Il faut que le réseau communautaire et de la santé soit prêt à répondre à ces demandes-là. Par contre, c'est pas parce qu'on manifeste des symptômes comme ça ou de la détresse qu'on va pas se passer au travers. Mais oui, il faut rester à l'affût pendant plusieurs mois. Malheureusement, il va falloir... on est en expérimentation, hein, donc c'est à voir, mais je pense que oui, on ne va pas pouvoir baisser nos gardes rapidement par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient réagir? Bien, je vais me permettre de rebondir sur le commentaire de ma collègue. En fait, il ne faut pas penser que lorsque les jeunes vont réintégrer l'école en septembre, bien, on va être tiré d'affaire. Il va falloir porter une attention très particulière en milieu scolaire à leurs besoins socio-affectifs. Donc, pour l'instant, on s'occupe beaucoup de leurs besoins académiques. Hein, on leur fournit des trousses. Il y a des émissions aussi à Télé-Québec qui leur sont adressées pour effectuer un suivi pédagogique. On commence à parler maintenant de leur santé mentale. Le webinaire d'aujourd'hui en témoigne. On voit de plus en plus aussi des articles dans les journaux. Il va falloir que cette préoccupation-là demeure à la rentrée en septembre parce que la mission de socialisation de l'école, elle va être plus importante que jamais. Ça va être important de prendre soin du volet socio-affectif des adolescents quand ils vont réintégrer l'école, de leur laisser des espaces pour socialiser, de prendre soin de cet aspect-là. Ça va être important de ne pas tout de suite arriver là, avec une emphase trop grande sur l'académique. Je pense qu'il peut y avoir un travail à faire à ce niveau-là parce que c'est vrai que les symptômes de détresse psychologique, ils peuvent arriver dans une deuxième vague. Exact, tout à fait. À plus long terme. Exactement. Absolument, absolument. Ce que vous dites, ça me suscite beaucoup de questions encore. Je vois qu'il y en a encore plusieurs dans la commande questions et réponses. Je vais quand même clore la première partie du webinaire. Je vous invite à rester avec nous 15 minutes additionnelles, mais pour ceux qui avaient prévu quitter à 9h45, je vous rappelle que toutes les présentations vont être disponibles en ligne. Un courriel va vous être envoyé normalement au courant de la journée avec toutes les informations. On va colliger toutes les questions. S'il y a quoi que ce soit qui n'a pas été répondu jusqu'à maintenant, on va essayer de faire circuler, si nos conférenciers ont un peu de temps, les questions vraiment intéressantes que vous avez posées pour pouvoir y répondre dans un dossier en ligne qui ne pourra pas être répondu dans le cadre de la conférence. Ceux qui peuvent rester avec nous, je vous invite à rester avec nous encore un petit 15 minutes. On va continuer de discuter avec les conférenciers. Il y a plein de questions. Moi aussi, j'en ai plein pour vous. Alors, on continue de jaser jusqu'à 10 heures. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à nos listes de diffusion, on a l'infolette de Réseau Réussite Montréal. N'hésitez pas à vous abonner, à faire circuler l'information auprès de vos partenaires. On veut vraiment s'assurer d'avoir un maximum d'informations qui vont être transmises à tout le monde. Avant que tout le monde quitte aussi, on a un petit sondage rapide. Mireille, je t'invite à le diffuser immédiatement.
Alors, si vous avez le temps, on veut savoir c'est quoi les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment pour alimenter notre dossier sur la COVID-19 en lien avec la réussite éducative. La liste de choix n'est pas nécessairement exhaustive. On avait une quantité limitée de possibilités à vous émettre. Donc, je vous invite juste à voter. Comme ça va nous aider pour la suite de notre travail à pouvoir alimenter notre dossier. Je remercie à tous les participants. Je ne sais pas si on peut diffuser les résultats quand ça va être complet. Mireille, je te laisse montrer les résultats en ligne quand tu vas voir que les 617 participants qui sont avec nous ont l'air d'avoir voté. Donc, je vous remercie à tous les participants d'avoir été avec nous, pour ceux qui doivent quitter. Pour les conférenciers aussi, je vous remercie. On reste ensemble. On va essayer de continuer notre discussion. Alors, voilà. Mireille, je ne sais pas, tu feras parvenir les résultats si à un moment donné, tu les vois complétés. Je vais continuer encore quelques secondes parce que ça vote encore beaucoup. Génial. Merci vraiment beaucoup. Ça va nous alimenter parce qu'on veut vraiment être sûr d'avoir des articles et des webinaires qui vont correspondre à vos besoins. Donc, un petit sondage qu'on a fait hier, là, on s'est dit, my God, on a tellement de participants, il faut savoir qu'est-ce que les gens veulent. Donc, on va essayer de se baser là-dessus pour la suite de nos interventions. Je continue de jaser avec vous. Puis, garde, Mireille, fais popper le sondage, les résultats dès que tu vois que c'est complet, il n'y a pas de problème. Ça nous interrompra pour quelques minutes, il n'y a pas de problème. Ce que tu disais tantôt, Camille, je continue la discussion avec toi. L'importance de sortir pour la santé mentale, c'est pas si évident que ça. Hein. Ces temps-ci, vous aviez j'ai entendu parler, Mathilde aussi, hein, tu dois avoir entendu parler des jeunes qui ont peur de sortir. J'étais allée dans des concertations, les partenaires me disaient, oh my God, les jeunes ont peur de sortir, ils restent chez eux, on n'entend plus parler d'eux. C'est un petit peu peurant quand on entend les jeunes comme ça, là, dont on n'a pas l'occasion d'être en contact. C'est très complexe de maintenir le lien. Aviez-vous des pistes? Parce qu'on parle, on vient de voir popper les résultats, donc c'est super intéressant de voir les sujets les plus intéressants. Le soutien aux élèves en difficulté, ça a l'air d'être très populaire. Dépendance aux écrans et aux jeux. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Je vais essayer de vous poser une question tout à l'heure en lien avec ça. Super, merci. Donc, je poursuis avec ma question. L'ouverture des espaces verts, on a entendu parler de la possibilité de rassemblement de 10 personnes à 2 mètres de distance. Ça va quand même être complexe à gérer. Comment vous voyez ça, tout le monde? Je pense que les jeunes attendent ça avec impatience. Ben, je peux démarrer sur la question. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes, ils ne nous parlent pas beaucoup de leur peur du virus en tant que tel. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que dans certaines familles, c'est les parents aussi qui vont poser certains interdits. Il y a des jeunes qui avaient déjà des interdits avant, je pense notamment dans certaines cultures. Nous, ce qu'on voit un petit peu, c'est les jeunes filles qui ont beaucoup moins le droit de sortir. Donc, quand elles pouvaient aller à l'école, il y avait au moins cet espace-là en dehors de la maison. Là, c'est sûr qu'ils sont plus coincés dans le milieu familial. Je pense que pour reprendre ce que disaient Camille et Christelle tout à l'heure, il va vraiment falloir y aller de manière graduelle. Je suis complètement d'accord avec ça et je pense qu'en tant qu'intervenant, on va aussi avoir un rôle à jouer pour accompagner à la fois les jeunes puis les familles dans la compréhension de la situation, puis dans ce déconfinement progressif, le fait qu'ils puissent sortir dehors, quelle forme ça va pouvoir prendre. Et je pense qu'on va avoir, c'est ça, un réel rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup. Est-ce que Ginette ou Mireille, vous avez des questions que vous aimeriez apporter qui viennent des participants en direct? Pardon, oui, moi j'en avais une parce qu'il y en a plusieurs qui portent depuis, surtout l'intervention de Mathilde. Je crois que vos défis de rejoindre les jeunes au niveau virtuel, par téléphone, c'est vraiment un défi que plusieurs intervenants vivent. Donc, je vois, il y en a qui disent retrouver le contact a été notre tâche la plus difficile. Quelles ont été vos stratégies pour reconnecter avec les jeunes les plus isolés? Nous avons beaucoup de difficultés à mobiliser les jeunes autour des rencontres virtuelles, alors qu'ils vivent sans musée. Avez-vous des astuces pour augmenter les participations virtuelles? Donc, des pistes d'intervention pour garder le contact avec les jeunes. Donc, je sais, Mathilde, que tu en as parlé parce que c'est aussi un défi que vous vivez. Tu as parlé de maintenir un filet de sécurité, de maintenir le contact avec les partenaires. Mais est-ce que vous avez des bons mots, des bonnes astuces à transmettre à tous
à tous ceux qui nous ont écrit là-dessus. Il y avait vraiment beaucoup d'interventions là. Ben, c'est sûr que j'ai pas de recette miracle. Nous, on est passé par les réseaux. Je pense qu'il faut vraiment tenter d'utiliser tout le réseau des jeunes le plus possible. Essayer de passer par les amis, parfois par les parents. Moi, ce qui a marché des fois, c'est quand ni l'école ni moi n'avaient de nouvelles, d'écrire aux parents et de dire ben, on commence à s'inquiéter un petit peu, ça fait 2 mois, puis parfois ça fait réagir, ils se disent oups là, ils s'inquiètent, donc là ils vont répondre. Je dirais quand c'est par téléphone, faites attention, il y a des parents et des jeunes qui bloquent les numéros privés, donc je sais que pour beaucoup on utilise notre matériel personnel, donc ça peut être un obstacle. Je dirais aussi d'utiliser les réseaux de partenaires là encore parce que je l'ai bien vu quand j'ai été à l'école. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu regarder est-ce que les jeunes étaient rejoints par au moins un adulte. Donc l'école, ça les a rassurés quand ils ont su que moi, j'étais en contact avec certains jeunes qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre, puis j'ai pu faciliter le lien. Par contre, il y a d'autres jeunes où on a fait comme OK, on a tous de la difficulté à les rejoindre, donc on va mettre un effort plus particulier sur ces jeunes-là. Pour ce qui est des rencontres en visio, comme je dis, nous aussi, on vit des défis au niveau des rencontres de groupe. Puis, ce que j'aurais envie de dire, c'est que même pour nous, quand on a des réunions sur Zoom, des choses comme ça, c'est pas facile de maintenir notre attention sur des longues périodes. Donc, j'imagine que pour les jeunes, ça ne doit pas être évident non plus. Peut-être essayer de favoriser, quand ça va être possible, des rencontres en personne dans les parcs. J'imagine que c'est plus authentique, plus spontané. C'est plus facile aussi d'évaluer comment va le jeune. Donc, moi, j'irais sur ces pistes-là. Mais c'est sûr que je n'ai pas de réponse miracle. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont plus difficiles à rejoindre. Donc, allez-y vraiment avec le grand réseau de partenaires, parents et amis. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Mathilde. Je te donne la parole immédiatement, Louis-Philippe, parce qu'en fait, on a les enseignants qui sont aussi en contact avec les jeunes, on a les intervenants du milieu communautaire. Je pense que c'est important, encore plus que jamais, d'être complémentaires dans ce contexte-là, effectivement, parce que plus on va être plusieurs et diversifiés à être en contact avec les jeunes de façon différente pour des objectifs différents, plus on a peut-être d'opportunités de dépister s'il y en a qui ont des symptômes dépressifs, ça risque d'être important. Louis-Philippe, tu voulais intervenir là? Parce que je voulais aussi rajouter ce qui a fonctionné pour nous à quelques reprises. Là. Évidemment, ce n'est pas une panacée, mais c'est des activités qu'on a mis en place à la demande de certains jeunes. Donc, il y a un atelier de tricot qui a été fait. C'est une jeune qui fait du tricot. Elle avait des amis qui voulaient apprendre. Donc, on a aidé à la mise en place de ça. Ça, il y a eu de la participation quand ça venait des jeunes. C'est sûr qu'évidemment, il faut être en contact étroit avec eux pour qu'ils prennent ces initiatives-là, mais il faut aussi tout faire en sorte pour les réaliser quand ils nous en parlent. C'est une autre piste de solution. Excellent. Est-ce que Ginette ou Mireille, il y a des questions que vous trouvez vraiment importantes de souligner qui viennent des participants en direct? J'en ai plein d'autres sinon. Moi, j'en ai une autre qui a aussi, peut-être Mireille, après ça, je te laisse la parole, mais il y avait quelques personnes qui s'inquiétaient de la vie romantique là, ou textuelle des jeunes adolescents, comment les aider, les soutenir dans leur vie amoureuse en plein confinement ou leur questionnement par rapport à leur vie amoureuse. Question complexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent d'attaque? C'est pas si évident que ça en temps de confinement, on s'entend? Bien, moi, je pourrais juste dire, j'ai parlé beaucoup des amis dans ma présentation, mais c'est vrai que l'adolescence, c'est aussi une période où est-ce qu'on vit nos premières relations amoureuses significatives. Puis, il ne faudrait surtout pas négliger l'importance de ces relations-là pour le développement. Donc, déjà, en étant sensibilisés comme ça, si les parents sont sensibilisés à cette importance-là des relations amoureuses pour leur adolescent, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je sais que Tel Jeune a produit tout un volet là, spécifiquement là-dessus, qui est un outil, en fait, pour soutenir les adolescents par rapport à leurs relations amoureuses en période de confinement. Donc, comment maintenir le contact, gérer les conflits aussi qui peuvent émerger, parce que c'est sûr que
les contacts par message texte, mais ça peut engendrer beaucoup de malentendus puis de conflits. Donc, je sais que Tel Jeune a produit des outils, mais c'est une super bonne question. Puis, je pense qu'il faut aussi vraiment considérer l'importance des relations amoureuses pour le développement des adolescents. Puis, ça fait partie des enjeux du confinement. Donc, déjà, si on met de l'avant cette importance-là, puis effectivement, c'est ça, il y a l'outil qui existe là, chez Tel Jeune. Maintenant, pour les parents, ce n'est pas évident. Moi, quand j'ai lu les 1251 témoignages des adolescents qui ont participé à mon étude, j'ai vu qu'il y en avait certains qui, dès le début du confinement, avaient choisi d'aller vivre le confinement chez leur conjoint ou leur conjointe. Donc, il y a des parents qui ont accepté, en fait, d'héberger le chum ou la blonde de l'adolescent, puis ils vivent leur confinement ensemble. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a sûrement beaucoup de tentations chez les adolescents d'enfreindre les règles probablement pour voir leurs copains ou leurs copines. On sait comment ça peut être intense, hein, les relations amoureuses à l'adolescence. Donc, je n'ai pas de réponse, là, de piste très précise à vous donner, mais je pense qu'une première piste très importante, c'est de souligner l'importance de ces relations-là pour le développement des jeunes, de reconnaître cette importance-là. Excellent, merci beaucoup Christelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, si on a d'autres questions aussi. Je pense au contexte familial aussi, comme tu dis, Christelle, qui ne doit pas être toujours évident. Je pense que Camille, tu m'avais parlé au niveau populationnel de la prévention de la violence dans les milieux familiales, parce que ça ne doit pas être évident, parce que là, en plus des relations amoureuses, les jeunes doivent s'émanciper, normalement, se séparer un peu de leurs parents, c'est le temps de découvrir le monde par soi-même un peu, donc c'est quand même pas super évident non plus là, dans ce contexte-là. Puis on a entendu parler des signes d'agressivité de la part des jeunes. Je ne sais pas, Camille, si tu avais un point de vue par rapport à ça? Ben oui, puis on ne serait pas étonné qu'il y ait des tensions familiales à cause des changements, on passe plus de temps ensemble, on est dans un espace restreint. C'est sûr que nous, en santé publique, on s'intéresse davantage aux interventions qui sont populationnelles. Au niveau là, de l'environnement familial, il y a 3 grands facteurs qui ont beaucoup, beaucoup d'impact. Il y a les pratiques parentales, puis ça, vous en avez parlé tout à l'heure. L'encadrement que les parents offrent, ça change beaucoup de choses dans les facteurs de risque que vivent les jeunes. Ensuite, il y a la santé mentale des parents. Est-ce qu'à la base, les parents avaient une bonne santé mentale? Est-ce qu'à la base, il n'y avait pas une bonne santé mentale? Est-ce que la santé mentale des parents était affectée, elle aussi, par le confinement? Ça se peut très bien. Donc, on peut penser que si la santé mentale des parents est affectée, bien, cette santé mentale-là affecte la santé mentale des jeunes aussi. Donc, il y a ça aussi. Et il y a le climat conjugal. On sait que être exposé à de la violence conjugale pour un enfant ou un adolescent, ça a des importants impacts. Donc, d'intervenir sur ces 3 facteurs-là quand on intervient auprès des familles, c'est recommandé pour être davantage efficace. Puis, il y a toutes sortes de programmes là, pour les pratiques parentales spécifiquement, là, pour soutenir les parents dans la période actuelle. Tu sais, bien sûr, le plus connu, là, c'est Triple P. Il est offert là, dans la région de Montréal, dans l'est de Montréal, pour les parents d'enfants de 0 à 12 ans. Par contre, pour les adolescents, ce n'est pas un programme qui est disponible actuellement. Nous, on milite pour qu'il le soit pour les adolescents. Par contre, il y a toutes sortes de programmes qui sont offerts dans les CLSC pour les parents d'adolescents. Donc, c'est vraiment d'intervenir sur ces facteurs-là là, pour prévenir la maltraitance là, ou en tout cas les tensions familiales. Puis après ça, bien, il y a toutes sortes de routes, de prendre soin de soi. Là, la routine, on en a parlé tantôt, c'est super important pour tout le monde. Il y a différents documents. Le CIUS de la Gaspésie, on en a mis dans notre présentation, on a produit un document pour aider les familles, tout au niveau là, de la routine. Sur le site de Santé Montréal, il y a aussi un document sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, c'est d'aller en amont puis de voir qu'est-ce qui est un facteur de stress pour ces familles-là. Puis on le sait qu'il y a des familles qui ont de la difficulté à répondre à leurs besoins de base en ce moment. Donc, on travaille fort sur ça en santé publique aussi. Les banques alimentaires, les ressources financières d'urgence. C'est super important parce qu'on aura bien beau adresser les enjeux de santé mentale. Si les besoins de base ne sont pas répondus, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, on travaille beaucoup là, sur ces enjeux-là aussi actuellement. Excellent. Il est 9h59. Le mot de la fin, si jamais il y a des gens qui veulent intervenir. Moi, c'est pas nécessairement le mot de la fin, mais c'est juste aussi pour nommer que nous, on a vu
des situations aussi où des jeunes qui débutaient des relations, disons, qu'on se questionnait sur le fait si ces relations-là étaient saines ou pas, complètement disparaître des radars. Alors, des jeunes qu'on voyait tous les jours, qu'on avait vraiment une prise, qu'on était capable d'accompagner dans ces situations-là, on n'a plus aucun contact. Puis il y a aussi des jeunes qui mettaient toujours de l'avant leur relation, mais ont aussi disparu. Donc ça peut être inquiétant aussi sur ce qu'ils vivent en ce moment, ces jeunes-là. Donc ça va être d'en discuter vraiment qu'on va pouvoir avoir une certaine prise, un contact avec eux. J'ai l'impression que la diversité des partenaires qui sont en contact avec eux, passer par les familles, etc., c'est de différentes stratégies qui peuvent aider, en tout cas, à essayer de rattraper ce lien-là. Je pense qu'il y a encore eu beaucoup de questions, d'interactions aussi, et plusieurs questions que j'avais des participants qui n'ont pas pu être répondues. On va essayer de mettre en ligne un dossier complémentaire. Je sais que vous êtes tous très occupés. Christelle, très demandée dans les médias. Camille, avec plein d'urgences. Perspective jeunesse, toutes sortes de conciliation famille. Donc, merci quand même de vous être libérés pour aujourd'hui. On va peut-être essayer de passer un petit document si jamais ça vous tente d'ajouter les pistes que vous avez mentionnées, des liens, des ressources. Nos partenaires sont avides de ressources pour pouvoir être en action. Je pense qu'on a un beau public là, qui veut vraiment être utile. Alors, la santé mentale, c'est pour tout le monde. Se sentir utile, je pense que c'est vraiment le mot. Merci vraiment beaucoup pour votre participation à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir réseauréussitemontréal.ca. En ligne, tout va être disponible. La présentation PowerPoint de chacun des conférenciers, le webinaire enregistré, et puis on va essayer d'avoir un petit dossier complémentaire avec plus de réponses à vos questions. Merci beaucoup pour tout le monde. Prenez soin de vous et puis on se retrouve plus tard peut-être pour un autre webinaire. Merci. Merci à vous. Merci pour l'organisation.